Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième conférence du cycle Diaspora Démocratie, les voies d'action. Nous sommes Iliane de la Boves, enseignante universitaire, Luisa Rojas, musicienne et enseignante en musique, et Andreina Garcia Reyes, géophysicienne, les trois originaires du Venezuela et résidant en France. Et avec vous, nous participons à cette initiative visant à créer un espace d'échange pour renforcer notre rôle dans une société démocratique et inclusive. Pour cette occasion spéciale, nous accueillons Geneviève Garrigos, Mahmoud El Gabaj et Victor Destin qui discuteront de leur action en faveur de la démocratie. Leur message et notre discussion vont contribuer à renforcer les tissus démocratiques basés sur nos expériences et nos perspectives. Alors, concernant le déroulement de la conférence, nous vous rappelons notre règle primordiale, maintenir le respect et la courtoisie dans toutes nos interactions. Il est essentiel que chacun se sente libre de partager et de participer dans des conditions optimales. Chaque intervenant aura 20 minutes pour présenter, suivi de 30 minutes de discussion. Nous vous invitons à participer et poser vos questions en espagnol, en français ou en anglais dans le chat. Vous pouvez également activer les sous-titres traduits du français vers l'espagnol. Pour finir cette introduction, nous vous invitons à suivre notre compte Instagram et notre chaîne YouTube et à partager notre contenu pour une plus large diffusion. L'enregistrement de cette conférence sera disponible sur YouTube dans un délai de 12 semaines, accompagné de sous-titres en espagnol. Pour recevoir une invitation à notre prochaine conférence par mail, veuillez remplir le formulaire qui est accessible via le lien qui est partagé dans le chat. Donc, avant de conclure cette introduction, nous allons la présenter en espagnol, puis nous introduirons les intervenants. Nous vous remercions pour votre présence. Je vous laisse avec Luisa Rojas. Gracias, Andreina. Querido público y distinguidos ponentes, es un honor darles la bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Diáspora y Democracia, las vías de acción. Permítanos presentarnos, somos Andreina García Reyes, geofísico, ciudadana venezolana francesa, Miliángela Boves, profesora universitaria venezolana, y yo, Luisa Rojas, músico y profesora venezolana. Las tres residenciadas en Francia. Junto con ustedes hacemos parte de esta iniciativa cuyo objetivo es el crear un espacio de intercambio de ideas y conocimientos desde el cual podamos explorar y fortalecer nuestro papel en la construcción de una sociedad más democrática e inclusiva. En esta ocasión tan especial nos acompaña Geneviève Garrigós, Mahmoud El Gabaj y Victor Destin, quienes nos hablarán de sus acciones en defensa de la democracia. Sus mensajes y nuestra participación en la discusión contribuirán a crear un tejido fundamental, aquel en el cual participamos como agentes de cambio democrático en base a nuestras propias perspectivas y experiencias. Respecto al desarrollo de la conferencia, queremos recordarles nuestra regla de oro: mantener el respeto y la cordialidad en todas nuestras interacciones. Es esencial para que todos nos sintamos libres de compartir y participar en las mejores condiciones. Cada ponente dispondrá de 20 minutos para exponer sus ideas, seguidos de 30 minutos de discusión abierta entre todos los participantes. Les invitamos cordialmente a participar en la discusión. Las preguntas pueden ser formuladas en el chat, ya sea en español, francés o inglés. Además, tienen la opción de activar los subtítulos traducidos del francés al español. Para culminar esta introducción, le invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube, y a compartir nuestro contenido para que este mensaje pueda llegar a más personas. Esta conferencia estará disponible en YouTube en 2 semanas, con subtítulos en español. Si quieren recibir la invitación a la próxima conferencia por correo electrónico, pueden completar el formulario cuyo enlace se encuentra en el chat. Antes de proceder a presentar a los ponentes, nos gustaría agradecer a todos los presentes, esperando a su vez que puedan disfrutar de esta conferencia. Gracias, Luisa. Pardon, donc c'est à moi de présenter la première intervenante qui est Madame Garrigos.
Geneviève, elle est née en Algérie. Elle est une activiste militante connue par les droits humains qui fait vie à Paris. Elle était présidente d'Amnesty International France de l'année 2008 à l'année 2016, où elle a joué un rôle crucial dans la défense des droits humains. Depuis l'année 2020, elle est conseillère de Paris et conseillère du 20e arrondissement. Elle est également déléguée au maire du 20e arrondissement en charge de la lutte contre tous les types de discrimination et de l'inclusion LGBTQI+. Merci Geneviève pour être ici avec nous et bon, je te donne la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup Andreina et ravie d'être avec vous ce soir et de retrouver de si nombreux amis pour se parler d'un sujet qui est totalement d'actualité. Et c'est vrai que sur la question de la démocratie, aujourd'hui, on nous présente vraiment le monde comme avec d'un côté ceux qui défendent la démocratie et ceux qui finalement veulent détruire la démocratie. Et on le voit très bien dans ce conflit qui oppose notamment d'un côté je dirais Zelensky, l'Union européenne, de l'autre côté, Poutine, qui est maintenant suivi de Trump et qui conteste totalement cette façon de gouverner. Et en fait, pour moi, la première question, c'est qu'est-ce que la démocratie et pourquoi? Et je pense que plus qu'un objectif, parce qu'aujourd'hui, on parle de la démocratie comme si c'était une fin en soi, mais la démocratie, pourquoi faire? Et qu'est-ce que la démocratie? Pour beaucoup, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, notamment quand je faisais du plaidoyer. Je parle trop vite ou ça va? Non, ça va très bien. D'accord, vous me dites si je Bon, parle pour moi, trop c'est vite. très bien. Voilà. Et ce qui m'avait beaucoup impressionné quand je faisais du plaidoyer, notamment pour Amnesty International, que ce soit auprès de représentants du ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'ambassades ou d'autres institutions, c'est à chaque fois on me disait oui, mais on ne peut pas remettre en cause, c'est une démocratie. Et quand je posais la question, alors que visiblement en face, j'avais un dictateur, quelqu'un qui violait massivement les droits humains, on me disait, mais il a été élu démocratiquement, c'est-à-dire il a été élu au suffrage universel. Et là, pour moi, il y a le premier écueil. Le suffrage universel est un mode de scrutin qui permet d'élire des représentants, mais il ne garantit en rien qu'un régime ou qu'un système soit démocratique. Et la preuve, on l'a, combien de dictateurs ou de tortionnaires ont été élus au suffrage universel. Bien sûr, on pense toujours au cas le plus célèbre qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire celui d'Hitler. Hitler n'a pas fait un coup d'État pour arriver au pouvoir, il est passé par des élections, par le suffrage universel. Donc, c'est une condition qui peut être nécessaire, mais qui en aucun cas n'est suffisante. Le deuxième point, c'est que après, pour beaucoup aussi, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et là, c'est assez intéressant parce que quand on revient aux origines de la démocratie, on s'aperçoit tout d'abord, déjà, on pense toujours à la Grèce antique, eh bien, on s'aperçoit que cela ne considérait que ne concernait que les hommes, plutôt bourgeois et riches, qui étaient athéniens. Et donc, c'était vraiment limité à un groupe de personnes qui avaient le pouvoir sur les autres. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, les étrangers n'avaient pas le droit de vote, et ainsi de suite. Donc, c'était très limité. Et y compris en France, après la Révolution française, c'est-à-dire 1789, il a fallu attendre 1948 pour que les femmes aient le droit de vote, c'est-à-dire un siècle et demi après la Révolution française, qui soi-disant, justement, a instauré ce type de régime. Et finalement, d'une part, donc, il faut bien s'assurer que tout le monde puisse voter et que tout le monde ait ce droit, mais surtout, et c'est là où pour moi il y a un autre écueil, c'est que si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, il faut éteindre des micros.
si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, c'est quel type de pouvoir? Parce que typiquement, un des soucis que nous pouvons avoir et quand nous pensons… Il y a un micro qui est ouvert, il faudrait le fermer parce que c'est très désagréable. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Et donc, si le… excusez-moi, je reprends mes esprits. Donc, si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, mais quel type de pouvoir? Et une des questions récurrentes, et là on voit avec ce qui se passe par exemple aux États-Unis notamment, quand on élit une personne ou un groupe de personnes sur la base d'un programme politique qui est parfaitement respecté, mais qui revient sur les droits fondamentaux d'une partie de la population, voire des pans entiers de la population, qui prend des décisions qui vont à l'encontre des droits, que ce soit des minorités ou pas, comme on le voit en ce moment aux États-Unis, en quoi cette démocratie nous apporte quelque chose. Et donc, pour moi, et j'en viens à ma définition peut-être à moi de ce qu'est la démocratie, c'est un système qui, de mon point de vue, doit garantir, mais c'est ma vision de la société, que la société dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, garantit l'égalité en droit à tous les citoyens et toutes les citoyennes sans discrimination. C'est-à-dire que pour moi, la démocratie n'a de sens que si elle met en œuvre eh bien, les droits humains tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle de 1948 et qu'elle va garantir à tous les individus, d'accord, qu'ils vont être des sujets de droit, c'est-à-dire qu'elle va garantir l'état de droit et notamment, et c'est là aussi où on revient à l'esprit de la Révolution française, c'est-à-dire que les personnes ne seront pas, non seulement elles seront égales en droit, mais elles ne seront pas soumises à l'arbitraire. C'est-à-dire que ce soit le gouvernement ou un groupe de personnes, ne pourront pas décider que telle ou telle personne a moins de droits, qu'elle doit être un peu un bouc émissaire, qu'elle doit être sacrifiée au bien commun. Et ça, pour moi, c'est majeur parce que un individu dans la société, eh bien, on doit lui garantir ce que… C'était un des points essentiels de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire la sûreté. La sûreté qu'il ne sera pas arrêté arbitrairement, qu'il ne sera pas détenu arbitrairement, que s'il est accusé d'un crime ou d'un délit, il sera jugé avec équité, avec un avocat, dans le respect du droit, et que sa condamnation soit respectée, d'autant qu'il est innocenté, même si le pouvoir voudrait le voir condamné. Et ça, pour moi, c'est important, c'est qu'une personne puisse se sentir véritablement dans ses droits et en sécurité, et qu'elle puisse s'exprimer. Et ça doit s'appliquer à toutes les personnes dans une société, qu'elles soient riches ou pauvres, blanches ou noires, je dis pour simplifier, que ce soit des femmes ou des hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, quelle que soit leur religion, qu'elles soient en situation régulière et irrégulière. Et là aussi, j'y vois une des faiblesses de nos démocraties, entre guillemets, actuelles occidentales, où on voudrait par exemple que les personnes migrantes qui sont en situation irrégulière n'ont plus de droits. Et ça c'est absolument impossible. Donc, vous voyez, pour moi, cette question de la démocratie doit protéger les personnes. Maintenant, pour ce faire, il faut un système et il faut un cadre juridique qui définissent parfaitement, en fait, qui définissent parfaitement comment elle va fonctionner. Et on le sait aujourd'hui parce qu'on a suffisamment d'expérience, parce que sans compter la démocratie athénienne qui était très particulière, mais depuis 200 ans, on a pu voir ce qui était nécessaire. On sait aujourd'hui que le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif, qui doit être séparé du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir vraiment 3 pouvoirs. Un, le Parlement
qui va voter les lois, qui adopte le budget, qui définit, etc. Le gouvernement qui met en œuvre, et ça devrait être ça le sens, ce que définit le Parlement, et la justice qui est là pour… On a toujours l'impression que la justice, elle est uniquement là pour accuser le citoyen et le mettre en prison. La justice, elle est aussi là pour protéger le citoyen. Parce que si on est dans un système où justement les procès sont équitables, où la personne a le droit à un avocat, eh bien, on va protéger la personne. Les individus ne vont pas être condamnés à tort à des années de prison. Et là, je vois mes amis vénézuéliens, je vois M. Mahmoud, qui est lui syrien. Vous savez parfaitement de quoi je parle quand je parle d'arrestation, de détention arbitraire, procès inéquitable, etc., etc., etc. Donc ça, déjà, il faut cela, et il faut tout un système qui permette de garantir l'application du droit. Et à côté de ces instances, eh bien, il va y avoir ce qu'on peut appeler la société civile, et qui est déterminante, parce que on le sait très bien et on le voit très bien, si en démocratie, si dans un système où c'est le suffrage universel, ce qui est souhaitable, tous les citoyens et citoyennes sont appelés à voter, il y a là aussi des prérequis indispensables. D'abord, il faut un système d'information qui soit fiable. D'accord? C'est-à-dire une presse indépendante, des journalistes qui peuvent faire leur métier, et vraiment, l'information est quelque chose de fondamental. On le voit, et on l'a vu là récemment encore avec les élections aux États-Unis, mais je prends des États-Unis parce que c'est le dernier système qui est tellement évident, où à force de fausses informations, de mensonges, eh bien, les personnes qui sont amenées à voter ne font pas un choix éclairé, comme il se devrait en démocratie. Ce n'est pas un choix éclairé, mais c'est un choix qui est fait sur de fausses informations, et qui conduit donc à faire élire des personnes qui non seulement mentent, mais présentent une réalité qui n'est pas la bonne, et donc les solutions qu'elles proposent ne peuvent pas être les bonnes. Le deuxième point, c'est pour les citoyens d'avoir un minimum de droits. Et c'est vraiment là où on rentre dans les droits civils et politiques, c'est-à-dire être en capacité eux-mêmes de se présenter à des élections, de créer des partis politiques, de faire des associations, de faire aussi l'apprentissage de la démocratie. Parce que quand on crée une association, quand on développe, on fait des choix, quand on argumente, et puis quand on s'exprime, ça fait partie, et c'est indispensable là aussi à la démocratie, parce que si on n'a pas justement l'information, le fait de pouvoir organiser des débats, de pouvoir se présenter, de pouvoir échanger, de confronter les idées, toujours dans le respect et les conditions que tu as données, Andreina, au début de cette conférence, justement sur le fonctionnement, les échanges, on peut se dire beaucoup de choses dès lors où on se respecte et on s'écoute et on avance. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer la société. Donc, si on n'a pas ces espaces qui permettent aux citoyens d'échanger sur une base d'informations qui soit vérifiée, on peut mettre tous les suffrages universels qu'on voudra. L'expérience montre qu'on n'aboutira pas à un système qui sera protecteur des droits des citoyens et qui permettra le développement de la société. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel, et je pense que derrière, il y a aussi, bien sûr, l'éducation des enfants. Et quand on parle de l'implication et de, comment dire, de comment il faut développer une culture de la démocratie. Vous me dites quand je dois m'arrêter, hein. Il faut, Ça va, c'est bien, c'est OK avec les je me suis dit 20 minutes, c'est trop, mais non, finalement, ça passe très vite. Non. Mais il faut une culture de la démocratie, une culture de la représentativité, de l'échange. Et ça, dès l'école, on peut l'acquérir. Et je trouve très intéressant que dans les classes, dès les
petite classe, il y ait des représentants des enfants qui soient élus dans chaque classe et qui vont peut-être aller dire, bah, finalement, les repas à la cantine ne sont pas bons et qui vont aller négocier avec la directrice de l'école pour améliorer la qualité des repas. Je donne cet exemple parce que c'est anodin, mais la démocratie, c'est aussi le quotidien, c'est comment on s'en empare et comment on apprend à porter la voix, à recueillir la voix des autres, à porter leur voix, à négocier et à être utile aussi à la société. Et moi j'ai des exemples, on le voit de plus en plus dans les villes, par exemple à Paris, il y a le Conseil citoyen des enfants, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont élus et qui vont se réunir comme un conseil et vont discuter de sujets très variés. Je parlais des menus dans les cantines, mais ça peut être aussi des activités extrascolaires, ça peut être un certain nombre de choses sur les vacances pour les enfants dans la ville, sur les choses qu'ils aimeraient voir dans la ville. Donc, ben là aussi, ils représentent, ils débattent, ils consultent, ils font des propositions. Ça fait partie de cet apprentissage. Puis, il y a les associations. Euh, la vie associative, c'est vraiment le terreau de la démocratie dans les sociétés aujourd'hui, parce qu'elles se définissent, les membres de cette association élisent des représentants, un président, secrétaire, vice-président, trésorier, et derrière, ils vont débattre entre eux de leurs projets, de ce qu'ils veulent mettre en place et petit à petit, comme ça, se noue ce dont je vous parlais, c'est-à-dire l'échange, le respect, la construction ensemble, animer des projets et tout ça, c'est du terreau pour la vie démocratique. Parce que, finalement, quand on quand on parle de démocratie, je le disais, bon, c'est respecter les droits de l'individu, c'est respecter la société, c'est comment on intègre le bien commun, comment aussi on construit un projet commun. Sincèrement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse faire respecter les droits humains, faire, la transition écologique, faire bon, un certain nombre de prendre des décisions importantes pour la société si nous ne sommes pas dans un système démocratique et s'il y a une tête qui impose tout ou une minorité qui impose tout aux autres. Ça doit être un échange avec toujours cette idée du bien commun derrière, sinon ça ne sert à rien. Et je pense que le meilleur moyen d'y contribuer, c'est bien sûr de nous investir dans les associations, c'est dans les associations de quartier, c'est de créer des liens, et des lieux d'échange. C'est aussi, être très vigilant par rapport à l'information qu'on diffuse. Bien s'assurer que quand on répercute, quand on partage c'est tellement rapide. On voit quelque chose sur, un réseau social, on est choqué et puis tout de suite on le partage en disant: «C'est une honte» et après on s'aperçoit que finalement c'était de la désinformation et qu'on a contribué à faire peur. Donc bien s'informer, bien se renseigner, bien vérifier les informations que l'on partage et derrière aussi, véhiculer le respect. Parce que, et je termine avec ça, c'est que nous sommes tous des êtres humains et si nous avons, bien sûr, il peut y avoir des criminels, il peut y avoir des gens qui commettent des actes horribles, mais notre objectif n'est pas de nous rendre justice, notre objectif n'est pas d'être violent dans la société. Pour ça, nous avons la justice. Nous, au contraire, nous devons, développer des réseaux d'échange, d'inter-échange, de construction, parce que c'est comme ça que nous protégerons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette magnifique intervention et introduction aussi bien complète, très complète sur ce qui est la démocratie avec tous ces piliers. J'invite aux gens qui sont dans le public à poser les questions dans le chat. Si elles sont adressées à Geneviève, il faut commencer pour Geneviève. Comme ça, on la lira à la fin des séances, des trois interventions et on débutera la discussion. Les suivants intervenants, c'est Monsieur Mahmoud El Gabak. J'essaie de bien prononcer, mais c'est un peu difficile pour moi. Mahmoud, il est un mathématicien franco-syrien de formation,
est traducteur réviseur de profession. Donc, il est retraité de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, depuis 2010. Il est orienté vers une retraite totale. Donc, il a arrêté l'activité de traducteur-réviseur indépendant. Et il agit pour une Syrie libre et démocratique depuis quelques 50 ans. Merci, Mahmoud. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Et je vous donne la parole pareillement. Merci beaucoup. Merci, Andrina. Merci. Je vous salue toutes et tous. Comme Français d'origine syrienne, n'ayant pas de papier valable, syrien valable, je voudrais tout d'abord vous convier ma joie ainsi que celle de la majorité des Syriens et je crois de tous les amis du peuple syrien de voir le régime sanguinaire des Assad qui a subi en Syrie pendant 54 ans tomber le 8 décembre 2024 et de voir Assad fils, Bachar al-Assad, fuir chez son protecteur, M. Poutine, qui a dit qu'il le reçoit pour des raisons humanitaires. Au sujet de sujet fixé pour notre conférence aujourd'hui, diaspora et la lutte pour la démocratie, je crois que ma vie à l'étranger, hors de Syrie, et surtout en France, a été, je peux dire, une chance pour découvrir la démocratie ou la pratique, disons, réelle de la démocratie. Puisqu'on revient au passé, en 1980, avec des amis de différents ports politiques, des étudiants syriens en France, on a créé l'association des étudiants démocrates syriens. Si le temps le permet, je parlerai de cette époque plus tard. Mais ceci étant, force est de constater que la démocratie à l'Ouest, dans les pays occidentaux, est toujours perfectible. Si la séparation des pouvoirs est bien réelle, je crois qu'il y a problème concernant le quatrième pouvoir, celui des médias, le pouvoir médiatique. Il y a toujours l'influence, disons, des monopoles. Il y a toujours le politiquement correct, ça je le constate dans la presse et les médias français. Le pire est que ce que je peux appeler la dichotomie, la différence entre le principe démocratique prôné à l'intérieur des pays occidentaux, ou prôné en général, et le fait d'en faire fi dans les relations internationales est vraiment frappant. Ainsi, on a entendu le président Macron dire que Bachar al-Assad est l'ennemi de son peuple, mais pas de celui de la France. Peut-être qu'il a essayé un peu après d'atténuer cette déclaration, mais il l'a dit. Récemment, j'ai vu à une chaîne française l'ancien ministre Luc Ferry en discussion avec M. Combandi, a dit qu'il préfère Assad, qui est soi-disant laïque, le Bachar al-Assad, à ceux qui l'ont, disons, détrôné parce qu'ils sont djihadistes, terroristes, etc., etc. Alors que tout démocrate ou tout, disons, observateur objectif peut vraiment constater que
quel que soit l'avenir de la Syrie, il ne peut pas être pire que sous les deux Assad, père et fils, les 60 ans qui sont passés. Il y a même, en fait, je regrette de dire comme ça, de toucher. En février, disons, dernier, les Syriens ont marqué le 43e anniversaire du grand massacre de la ville de Hama, dont les bilans des victimes restent approximatifs, mais le bilan définitif, c'est entre 10 000 et 40 000 morts, sans parler des destructions des quartiers entiers de la ville. Alors que, d'un autre côté, Rifat Assad, le frère de Hafez Assad, que les Syriens nomment le boucher d'abord de Palmyre, parce qu'il avait un massacre à Palmyre avant en 80, et le boucher de Hama en 1982. Alors les Syriens le considèrent comme ça, c'est un grand criminel. Il a été honoré par le président Mitterrand en 1986. Il lui a décerné la Légion d'honneur pour, entre guillemets, service rendu à la France. Il a vécu en France longtemps, jusqu'à dernier moment, et il a été jugé pour blanchiment de fonds. Et le jugement a été confirmé, mais je crois que aussi les services français ont le laissé échapper pour retrouver son neveu de Bachar avant sa chute. C'est... Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. C'est à mettre, je dirais, en parallèle avec les positions des États-Unis. Parce que depuis 2013 et le gazage de la Ghouta de Damas à l'arme chimique, les différentes administrations américaines, ils ont, disons, oublié les lignes rouges qu'ils ont fixées en la matière. Et malgré, par exemple, la loi César, qui a été votée par le Congrès américain pour imposer des sanctions contre le régime Assad. César, c'est un dossier de beaucoup de crimes et d'assassinats qui a été documenté. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ont continué à dire qu'ils voulaient que Bachar al-Assad améliore sa conduite et qu'ils ne voulaient pas sa chute. C'était toujours comme ça. Je dirais, si comment on peut comprendre ça, parce que disons, c'est lié à mon avis. Ces positions et initiatives, je crois, sont à considérer à la lumière de ce qu'a écrit Michel Seurat. Je crois que vous êtes un peu au courant de Michel Seurat. C'était un intellectuel sociologue français qui a été enlevé au Liban et assassiné par, on croit, par des gens proches de Hezbollah à l'époque pour le compte de régime syrien. Et ce qu'il a écrit dans un article intitulé « L'état de barbarie, Syrie, 1979-1982 ». L'article a été publié dans la revue Esprit et publié en novembre 1983. Ici, je vais lire le début de cet article. Il écrit « En février 1982, alors que Hama, la quatrième ville syrienne avec plus d'un quart de million d'habitants, était pilonnée par les gardes prétoriennes de régime
au plus fort d'une opération militaire qui devait se solder par quelques 10 000 morts. Tirés, sinistre imprécision des chiffres, entre parenthèses, entre 7 000 et 15 000, fermons la parenthèse, mais combien significatif. Cette imprécision combien significative. La presse occidentale unanime, tout en regrettant la violence, bien entendu, n'était pas loin de la justifier comme un mal nécessaire pour écarter le spectre de communisme, Khomeini d'Iran, des pays de croissance fertile. En quelque sorte, une opération chirurgicale contre, ouvrons le guillemets, le bastion de l'intégrisme, fermons les guillemets, musulman en Syrie. C'était dans le début des années 80. Et ce que Michel Seurat a écrit. Et tout ce que j'ai énuméré sur ma remarque sur les défauts entre la proclamation des principes démocratiques et l'agissement dans la relation internationale où il n'y a que les intérêts et l'équilibre de force qui jouent, c'est vraiment affligeant. Disons que maintenant que le régime abject, je dirais, sans pareil est tombé, on peut espérer que les démocraties occidentales vont s'amender. Je l'espère bien en matière de politique étrangère. Pour la Syrie, il est très urgent que les sanctions imposées contre le régime déchu soient levées pour aider le pays à se relever de l'état de délabrement total dans lequel ce régime l'avait plongé. Combien de temps j'ai mis pour parler? Je ne sais pas. Est-ce que... C'est bien. Vous avez consommé seulement 8 minutes. Ah, vous avez bon, le temps. Vous avez le temps. Ah bon, alors, à propos de Hama, par exemple, tu parlais, lorsqu'on a créé au début des années 80, je ne sais pas, c'était au milieu des années 80, 1980, l'association des étudiants démocratiques syriens, on se réunit souvent chez moi. Ma compagnon qui allait devenir ma femme, après fin de réunion, elle me disait toujours, qui est Tourangelle, alors c'est fini la réunion des démocrates en culotte courte. Ça, c'est en lien avec, je dirais, l'apprentissage de la démocratie. En 1992, voilà, à propos du massacre de Hama, on a organisé une manif à Paris contre le régime, une manif autorisée. C'est moi qui ai demandé l'autorisation. Et la manif devait partir à côté de l'église Saint-Germain jusqu'à l'UNESCO. Et lorsqu'on était en train de s'assembler, on a été attaqué par des gens de l'ambassade de Hafez Assad à l'époque, dirigés par l'attaché militaire. Il y avait même des blessés, mais après, avec retard, il y avait un quart de CRS qui est venu, et bon. Mais ça veut dire, à l'époque déjà, maintenant, après le commencement de la ancienne, on parle de Shabih. Shabih, c'est, disons, des brigands qui sévissaient, disons, sans foi ni loi pour le régime. Il y avait ça déjà au début des années 80, vous voyez, en 1982. Et voilà, toujours. Après, lorsqu'ils ont voulu la France, toujours sous Mitterrand, voulait expulser
la représentante diplomatique de Hafez Assad parce qu'ils ont commandé une explosion dans le journal qui s'appelait à l'époque à Paris Al-Watan Al-Arabi. Je me rappelle, ils ont évoqué pour justifier, c'est l'attaque de notre manif comme raison. Mais quelques deux, je ne sais plus exactement, 3 ou 4 années après. En tout cas, on espère que, comme je dis, que la démocratie, pour qu'elle devienne réelle, il faut que ce soit, disons, un lien entre la pratique de la démocratie à l'intérieur et aussi ne pas oublier le principe démocratique à l'extérieur. Peut-être je rêve un jour qu'on ait des Nations Unies un peu démocratiques. Maintenant, on sait, lorsqu'on parle de Poutine et d'Assad, on sait comment ça se passe aux Nations Unies, par exemple. Les Russes utilisent les vétos toujours pour protéger Assad, protéger disons, leurs amis. Les Américains utilisaient toujours historiquement le veto pour aussi protéger Israël et toutes les exactions commises. Et c'est pareil, disons, et on parle de la communauté internationale, mais c'est un peu faux là. Il y a toujours les intérêts et l'équilibre de force qui gouvernent le monde. Et ce n'est pas normal, à mon avis, à notre époque. Peut-être un jour, on va essayer de créer une association justement pour un gouvernement mondial démocratique, pour une réforme des Nations Unies, par exemple. Est-ce que j'ai assez bavardé ou là? Bon, ça va, je m'arrête ici pour les questions. Non, c'est bien, c'est bien. Et je ne sais pas si Mahmoud, on a le temps, je pense que pour une question, si vous voulez le poser, je suis contre les règles de cette présentation, de cette conférence, parce que j'ai dit justement que les questions seront posées à la fin. Mais si vous voulez poser une question très courte à Mission Elgaba, vous pouvez le faire, parce qu'il reste un petit peu de temps. Sinon, on passe au prochain intervenant. Dans ce cas-là, je vous prie de lever la main. De lever la main si vous voulez le faire. Oui, sinon, moi, je voudrais vous poser une question. Monsieur Guerriabac, vous nous disiez que vous avez déjà passé 50 ans en attendant, on ne sait pas si on se dit la démocratie, mais au moins la chute du régime de cette famille qui a fait beaucoup de mal en Syrie. Est-ce que quel est votre sentiment actuel par rapport à ce qui se passe? On a l'impression que la nouvelle ne s'arrête pas, les mauvaises nouvelles. On a eu certainement une belle nouvelle à la fin de l'année dernière par rapport à la Syrie. Par contre, cette année, et surtout la dernière semaine, on continue à avoir des nouvelles qui sont un peu inquiétantes. Quel est votre ressenti? Est-ce que c'est cette joie que vous avez ressentie fin de l'année 2024, comme peut-être la fin d'un chapitre, au moins les gens ailleurs, on les ressentait comme ça, on se disait, bah, en Syrie, enfin, il commence à voir la lumière à la fin du tunnel. En tant que Vénézuélienne, on faisait la comparaison, on se disait, peut-être ça va arriver aussi au Venezuela. Et c'est la comparaison la plus naturelle que je peux faire. Euh, mais en lisant ce qui se passe actuellement, on se dirait que probablement la lecture qu'on a fait, c'est une lecture beaucoup rapide. Donc, quel est votre ressenti? Voilà. Et c'était la seule question que je pouvais poser. D'abord, je me permets de dire que bon, on parle de dictature ici et là, mais vraiment, il faut considérer que le régime Assad, c'est sans pareil.
je veux pas défendre des dictatures en Amérique latine, mais je crois que les dictatures en Amérique latine, c'était lié qui avait commencé par une sorte de guérilla, une lutte anti-impérialiste, etc. Mais en Syrie, c'est toujours de A à Z. Bien sûr qu'il parlait toujours le régime Assad, la résistance, etc., le progrès, la lutte contre l'Amérique. Mais c'est toujours des pratiques de voyous de A à Z et des crimes. Je veux dire, la comparaison n'est pas toujours raison. Mais en tout cas, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à mon avis, l'avenir de la Syrie ne peut pas être pire que sous Assad. Il est tombé le régime le 8 décembre, Assad, le résistant, a pris la fuite. Bien sûr, les conditions, disons, ou les circonstances régionales et mondiales ils ont joué, parce que Hezbollah, le parti lié à l'Iran, jouait beaucoup dans la répression en Syrie, en faveur de Assad. Il a été affaibli par le conflit à Gaza et l'assassinat de son chef, etc. Ça a contribué. Et je crois que les Iraniens aussi, comme alliés principaux du régime, étaient, disons, aussi, ils n'avaient pas assez, disons, comme avant, les moyens de le soutenir. Et même les Russes, je ne crois pas qu'ils ont tenu. Ils ont essayé de le revendre, même eux et les Turcs, ils ont essayé de le convaincre de jouer nettement pour appliquer la résolution du Conseil de sécurité 2245 pour former un pouvoir transitoire de l'opposition et de régime, etc. Il a refusé. Le régime, bon, il y a maintenant un peu plus de 3 mois, tout ce que les déclarations, les prises de position du président par intérim, M. Chara, ils sont rassurants. Mais bien sûr, les conditions sont difficiles, surtout qu'avec tant de régimes, des crimes de régime, vous avez entendu de la prison de Sednaya, il y avait déjà le dossier Qaisar avec des milliers de victimes dans les prisons. Il y a même des familles où ils ont des revanches à prendre. Jusqu'ici, le gouvernement en place a réussi à calmer le jeu en insistant sur la paix civile. Mais récemment, il y avait les Iraniens d'ailleurs, justement. Ils n'avaient pas perdu. Il y avait des déclarations de Khomeini comme quoi la jeunesse syrienne va encore se révolter pour faire tomber ceux-là qui ont fait tomber leur ami Bachar al-Assad, le progressiste. Et ils ont essayé de fomenter dans la région de la côte, avec déclaré inarmé, etc. Il y avait des accidents où il y avait des morts de civils, regrettables, mais aussi l'admiration actuelle, le président, ils ont formé une commission pour enquêter et ils ont déclaré que tous les responsables seront punis. Hier, il y avait le président par intérim a signé une déclaration constitutionnelle qui doit, j'ai ici le texte, je ne sais pas si ça apparaît, voilà, mais en arabe. Ouais. Qui va servir comme base constitutionnelle pour les gouvernements pour une période transitoire de 5 ans. Ok. Bien sûr, tous les démocrates syriens suivent ce qui se passe, essayent de proposer, mais disons de manière amicale, parce qu'il faut quand même laisser le temps au moins pour que le pays se lève, parce que les situations économiques, tout est détruit.
Apparemment, maintenant, les pays arabes, presque tous, ils sont déclarés vouloir aider la Syrie nouvelle, et surtout les Saoudiens et les Qataris. Mais il y a toujours le problème des sanctions qui sont levées partiellement par l'Union européenne, mais pour les Américains ne sont pas assez, disons, réactifs jusqu'ici. On espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces sanctions soient levées pour permettre au pays de se relever. Mais bien sûr, les démocrates vont continuer à veiller pour que la situation va au meilleur vers les buts, les objectifs initiaux de la révolution syrienne: dignité, liberté, démocratie, un État citoyen où tous les citoyens soient égaux devant la loi, les droits et les obligations. Merci beaucoup, Monsieur Legabac, pour votre réponse. Et on continue la discussion à la fin de la prochaine intervention, que c'est la dernière. Et c'est l'intervention de Victor Destin. Une courte introduction. Victor, il est un créateur de contenu numérique et étudiant en relations internationales qui est basé en France. Et sous le pseudonyme de Victor DSTG, il rassemble plus de 70 000 abonnés sur TikTok. Désolé pour cette biographie très moderne, manière très moderne de présenter les gens par rapport à la quantité d'abonnés sur les réseaux. Mais il y a un mérite parce qu'il fait pas mal d'analyses et de vidéos sur la politique et sur les relations internationales. Sa passion pour ce sujet l'a conduit à interviewer des personnalités de renom, donc François Hollande, ancien président de la République française, et a participé à des événements majeurs tels que le Paris Peace Forum en 2024. Parallèlement à ses activités en ligne, Victor poursuit ses études à la London School of Economics and Political Science au sein de la LSU French Society. Il occupait des postes clés, notamment en organisant des conférences avec des figures influentes comme Florence Parly, ancien ministre des Armées, et Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Son engagement académique et professionnel illustre sa volonté de contribuer activement aux discussions sur les enjeux internationaux contemporains. Merci Victor d'être ici avec nous et je vous donne la parole. Merci Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci beaucoup de cette invitation. Oui, parfait. C'est un plaisir d'être là et d'avoir pu écouter ces deux très intéressantes interventions. Alors, moi, on m'avait dit de faire des slides, donc j'ai préparé un petit exposé, justement parce que mes sujets de prédilection, vous l'avez dit, sont en fait les réseaux sociaux, la démocratie et l'influence que ça peut avoir sur la politique internationale. J'étais par exemple allé aux États-Unis pour couvrir les élections américaines que Madame Garrigou mentionnait plus tôt, où j'ai réalisé justement un rapport sur l'influence des réseaux sociaux dans ces élections, justement les enjeux de désinformation, les différentes techniques utilisées. Alors, je vais voir juste pour voir si je peux share mon écran. Donnez-moi une petite seconde. Oui. Allez-y. Hop, screen. Hop, là, normalement, vous devez voir mon écran. On voit votre écran. Vous pouvez oui, en plein écran, parfait. Est-ce que vous me voyez moi aussi ou ça ne marche pas? On vous voit vous aussi, on vous entend vous aussi et on voit votre écran. Alors, oui, je vais essayer d'être rapide. Le but, c'est pas non plus de faire un cours magistral là-dessus, mais c'est des sujets qui m'intéressent. Faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est un moyen de mobilisation. On l'a parlé, c'était au centre, par exemple, des printemps arabes ou des manifestations récentes à Hong Kong ou à travers le monde, parce que historiquement, il y avait un monopole de la presse, qui était bien évidemment diversifié, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça permet de toucher à peu près tout le monde, en tout cas à majorité les jeunes, de manière assez rapide et assez simple. Et ça permet surtout, en fait, de se mobiliser, donc d'abord de se mobiliser, de s'organiser et d'apporter de l'attention sur des événements qui parfois, en fait, passent un petit peu sous le tapis médiatique, avec des limites qui sont quand même, en fait, de facto du fait de ces modes d'information, qu'il y a un manque de cohésion et de dirigeants. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure, mais c'est une sorte de noyade d'informations. En fait, tout le monde peut donner son avis, ce qui
profite en fait à la mobilisation, mais derrière, parfois peut se perdre et peut être utilisé, je vais y revenir plus tard, avec un risque véritable en fait d'avoir des chambres d'écho qui peuvent pousser à une polarisation, c'est-à-dire une chambre d'écho, c'est en fait des gens qui parlent entre eux mais qui sont du même avis. Et finalement, cette mobilisation n'arrive pas à atteindre des gens différents. Et pour vous prendre un exemple, justement, cette conférence est un moyen justement d'éviter les chambres d'écho, vu que vous invitez des gens qui ont des parcours très différents et qui peuvent amener justement leur propre connaissance ou communauté. Et justement, c'est un bon moyen. Maintenant, les réseaux sociaux, on en a parlé, on va en parler sur la diaspora, c'est quelque chose qui est attaqué par les autocraties. J'ai mis une image de Vladimir Poutine, on a parlé de la Russie tout à l'heure, parce que en fait, les réseaux sociaux permettent de dépasser un problème d'action collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans certains pays, certains citoyens ou autres ne prennent pas les armes ou ne vont pas directement voter contre tel candidat, contre tel parti ou ne poussent pas à des mouvements forts, en fait, c'est que comme il y a une telle répression, s'ils sont les seuls à le faire, eh bien, il n'y a pas d'intérêt. Et je vous ai mis une citation de Mark Lynch qui explique qu'en fait, même si un gouvernement est détesté, tant que tout le monde n'est pas au courant, que tout le monde pense que ce gouvernement est détesté, eh bien, les gens ne vont pas faire grand-chose. Donc les réseaux sociaux, et particulièrement TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, permettent en fait de dépasser ce problème. Et donc c'est un véritable danger pour les régimes autoritaires. Et pour ça, il y a plusieurs moyens qu'ils ont mis en place et que je pense que M. El Gabache et d'autres personnes ont pu vivre directement en fait d'attaques des réseaux. En Chine, il y a ce qui s'appelle le Great Firewall, qui reprend le nom de la Grande Muraille de Chine, où en fait les réseaux sociaux qui ne sont pas chinois sont interdits. En Russie, par exemple, c'est des rachats massifs des grands médias, où en fait, on va directement attaquer la source de l'information. Ensuite, on va attaquer l'information en elle-même. Alors, je vous ai mis 2 mots à cette technique, c'est friction et inondation. Friction, c'est en fait décrédibiliser l'information ou l'attaquer en elle-même. Et l'inondation, c'est d'inonder en fait les réseaux sociaux que les jeunes utilisent de fausses informations ou d'informations qui sont à peu près qui sont pas vraies, etc. Et en fait, de faire en sorte qu'il y a tellement une noyade d'informations qu'on ne s'en sort plus. Et ensuite, il y a l'attaque des acteurs, donc des journalistes, individus. Madame Garrigou le mentionnait au début. En fait, il y a cette question de liberté de la presse aussi, qui est remise en question par les régimes avec des arrestations massives, des pressions personnelles qui sont tant soit légales, en fait, avec des lois qui sont passées qui restreignent la liberté d'expression, soit des pressions en fait physiques en soi, ou bien même des pressions en fait, on va dire, qui sont secondaires, qui sont des pressions de censure, mais de censure de soi-même. C'est-à-dire qu'un journaliste dans certains pays, en fait, pourrait prendre le risque, s'il veut continuer à travailler, de s'auto-censurer, et donc en fait de travailler, mais de ne plus vraiment faire son métier de journaliste, pour ne pas avoir ce souci-là. Et finalement, la dernière attaque qui aujourd'hui est un peu au centre du débat, avec les deepfakes et l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de la réalité. C'est-à-dire, en fait, quand on parle de propagande, quelle est la limite entre la vérité et la propagande? Et le gouvernement de Vladimir Poutine fait très bien ça, où en fait, quand on analyse leur stratégie sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux TV, ce n'est pas de la propagande au sens qu'on peut s'imaginer dans les films, c'est-à-dire que ce n'est pas du bourrage de crâne soviétique, en fait, et ça a dépassé ce niveau-là. Et c'est une ligne très fine entre cette information est vraie, mais on y ajoute quelque chose qui sont faux, etc. Ou parfois, on va complètement dans le faux. Mais avec toujours cette idée d'apporter du vrai, d'apporter une base pour que les gens aient du mal en fait à faire cette différence. Avec une idée centrale, c'est que on peut critiquer le régime. Et ça, par exemple, en Russie et en Chine, ces deux éléments qui sont assez présents, c'est qu'on peut critiquer le régime ou critiquer certaines actions, mais on ne peut pas critiquer le leader, le chef, c'est-à-dire Poutine ou Xi Jinping, et surtout, on ne peut pas pousser à des mouvements d'action collective. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la Chine, par exemple, leur censure sur les réseaux sociaux ne censure pas la critique du régime. Parce que la critique du régime, justement, permet de mettre une légitimité, de donner un sentiment de démocratie, de liberté. Ce qui censure, c'est les gens qui disent on va se regrouper, on va faire ça, etc. etc. Et où est-ce que je veux en venir? C'est que voilà, en fait, l'idée générale, c'est la légitimité et l'action collective. Je vous en parle pour que vous puissiez un peu comprendre les dynamismes, l'autre côté de l'image, en fait. Quel est l'intérêt pour les gouvernements autoritaires, et donc empêcher le contre-pouvoir par les journalistes, empêcher l'action des citoyens, avec un concept de vraies fausses élections, où Mme Garrigou le disait, les candidats qui ne peuvent pas se présenter,
ou les candidats qui sont empêchés de se présenter, mais toujours avec des élections. Par exemple, en Russie, comme on a beaucoup de Vénézuéliens ici, au Venezuela, ce sont des élections qui se passent, mais par exemple, la diaspora n'a pas vraiment accès au droit de vote parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de comptes rendus qui sont publiés, mais pourtant l'élection est là, donc en fait le régime vend sa propre légitimité avec une idée claire de garder contrôle. Où je veux en venir, c'est quelles actions possibles. Je sais que c'est le thème un peu de ce Teams. Alors moi, je vous en ai mis plusieurs. Évidemment, c'est toujours un vrai débat de qu'est-ce qu'on peut faire. Et je ne suis pas vendeur, vous avez, Madame Garrigo et Monsieur Gabache ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais j'étudie beaucoup le sujet et j'entretiens avec pas mal de personnes qui sont de la diaspora ou ma communauté qui peut interagir sur ces sujets-là. Et je ne peux pas vendre un rêve, c'est-à-dire que malheureusement, en fait, le consensus aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés pour une diaspora en fait, de faire entendre sa voix vraiment pour changer un régime. Elles peuvent faire entendre sa voix pour certaines politiques, mais pour aller jusque-là, il y a toujours la question en fait, de souveraineté des États. Je vous en ai mis 3, donc lobbying, c'est ce que peut se passer par exemple l'Afghanistan, aujourd'hui qui est sous contrôle des talibans. J'ai déjà assisté avant-hier à une conférence par exemple, sur la question des droits des femmes en Afghanistan. Ça, c'est la communauté afghane qui est très mobilisée là-dessus, mais encore une fois, ça ne pousse qu'à de l'humanitaire et ça ne règle pas la source du problème qui sont les talibans. On peut imposer des sanctions, c'est ce qui s'est passé avec Cuba, par exemple, avec la communauté cubaine qui s'est beaucoup mobilisée auprès de George Bush ou de Bill Clinton, justement pour mettre des sanctions sur le régime. Mais malheureusement, ces sanctions, en fait, n'ont que des limites, enfin, ont des limites en soi. La Russie est sous sanctions, par exemple, la Corée du Nord est sous sanctions, tout ce que vous voulez, ça ne change pas le régime. Il peut y avoir des possibilités comme l'invasion de l'Irak, où il y avait une mobilisation de la diaspora irakienne et surtout un rôle central de certaines personnalités, mais qui aussi rejoignait un contexte à un bon moment. Donc en fait, c'est une question de timing, de bon moment au bon endroit. Par contre, ce qui peut être possible, c'est une pression médiatique populaire. Il y a ce qu'il y avait un CNN effect. C'est qu'en fait, quand il y a quelque chose qui se passe à travers le monde, qui a un intérêt médiatique dessus, les politiques sont obligés de se positionner. C'est ce que je vous ai mis comment ça s'appelle c'est ce que Putnam, qui est un spécialiste des relations internationales, explique. C'est une sorte de jeu à deux niveaux. C'est qu'en fait, il y a le niveau international de diplomatie entre les États, mais il y a aussi la pression populaire qui peut influencer la diplomatie. Ça, c'est un moyen, mais ça a ses difficultés. Là où la diaspora, en fait, est réellement utile, c'est qu'elle est en dehors du pays où elle vit de fait. Et donc, par exemple, quand il y a des possibilités encore d'élections, en fait, d'influencer les élections, la diaspora peut avoir une liberté plus grande dans ses choix. Pour ça, je pense de la Moldavie que j'ai écrit, où par exemple, les dernières élections présidentielles en fait, ont été changées de justesse grâce au vote de la diaspora, qui était massivement en soutien du vote pro-Union européenne face au vote pro-russe. Évidemment, alors ensuite, d'autres possibilités sont justement d'échanger avec les autres diasporas, quels sont les mécanismes d'action, d'essayer de trouver du financement justement pour les ONG dans les pays d'origine, etc. Mais c'est toujours des difficultés en fait jusqu'à où on peut jusqu'où on peut agir quand il y a un régime autoritaire. J'ai mis une photo de la diaspora tibétaine qui était très active il y a quelques années et qui continue de l'être, mais qui, comme le disait M. El Gabache, face aux intérêts des nations, intérêts économiques, en fait, finalement, a beaucoup de mal à créer un réel changement. Alors maintenant, je mets une petite perspective, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux réseaux sociaux, je pense à TikTok, en fait, qui touche encore plus de monde qui ont pu le toucher Twitter, Instagram. Il y a eu des manifestations pro-palestiniennes qui ont beaucoup secoué le milieu français, anglais. J'étudie à la London School of Economics, donc à Londres, il y avait d'importantes manifestations, ou aux États-Unis, qui ont des résultats mitigés, mais qui au moins mobilisent l'opinion. Donc, grâce en partie aussi à la mobilisation sur les réseaux sociaux pour mobiliser les jeunes là-dessus. Mais c'est toujours la question de que faire. On a parlé de l'élection de Donald Trump, où lui, justement, a toute une stratégie des réseaux sociaux.
le candidat en Roumanie, assez trouble, pro-Poutine, mais lui aussi avait toute une stratégie de réseaux sociaux, de mobilisation, en fait, d'être présent et d'essayer de motiver cette jeunesse à continuer la lutte. Donc, pour conclure un peu cette longue présentation, je m'en excuse, c'est beaucoup d'opportunités finalement, mais qui sont difficiles à saisir, autant parce que le régime, évidemment, comprend que c'est une question existentielle, et autant parce qu'il faut mobiliser les populations dans le pays d'accueil. Et c'est toujours, quand les intérêts ne sont pas alignés, quand c'est des cultures qui sont différentes, c'est toujours plus compliqué. Il y a cette idée aussi d'avoir une sorte de structure, d'idée commune. Ce cycle de conférences en est un moyen justement de dépasser le problème d'action collective, de dire écoutez, on se met ensemble, on discute, on débat. C'est une mobilisation sur différents secteurs qui est nécessaire, pas seulement à l'intérieur de la diaspora, mais aussi à l'extérieur pour avoir en fait un soutien international. Donc ça, c'est les points que je voulais apporter, qui j'espère ont pu apporter un peu peut-être de nuances ou d'espoir, j'aimerais, sur ces questions qui sont centrales parce que la diaspora joue un rôle et les réseaux sociaux auxquels je participe jouent un rôle massif, mais faut-il trouver le moyen, le bon contexte, le bon moment pour l'amener et justement créer du changement. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Non, pas trop long, 12 minutes, bravo. Merci Victor et pour tous les partages, pour avoir montré les résultats de votre recherche aussi sur un sujet qui, je pense que nous intéresse tous. Quels moyens justement employer pour empêcher ce type de système de progresser? Comment promouvoir, être efficace pour que finalement ça chute? Qu'est-ce qu'on peut faire depuis la diaspora? Comment agir? Mais surtout, il y a un aspect aussi on doit être conscient, c'est le timing, quand on doit agir et par où. Parce que moi, en particulier, je suis très convaincue que ça fait comme à chaque fois qu'il y a un shoot. Je suis géophysicienne de base, je étudie les sciences planétaires et je vois toujours ça, l'analogie, c'est avec les failles, la tectonique. Je dis à chaque fois qu'il y a une fracture, il y a un point à partir duquel ces fractures commencent à se créer, à se former. Il y a un point de faiblesse. Donc, je pense que ça peut être une chose culturelle, sociétale. Chaque société, on va dire, chaque culture peut être un point de faiblesse différent, soit là, par la religion, par les croyances, par les points, les aspects différents. Mais en tout cas, je pense qu'on voudrait tous avoir cette bague magique pour savoir où, paf, on touche et ça casse un petit peu ce type de malheurs, des systèmes qui ne sont pas très démocratiques. Alors, désolée pour cette intervention aussi de ma part. En tout cas, merci aux trois intervenants. On ouvre la partie pour les questions. Je peux avoir une petite remarque sur ce Oui, qu'a dit. oui, vous pouvez. Alors, en priorité. À part les attaques, disons, Oui. organisées par des spécialistes des médias, disons, organismes d'État russes, etc. Je parle pour la Syrie, mais je crois que ça peut s'appliquer à tout le monde. Assad avait ce qu'on appelait, il y avait l'armée électronique, c'est-à-dire des gens, ce qu'on appelle des fois les mouches, en arabe, les mouches électroniques. Ils sont un peu payés pour inonder les médias, les réseaux sociaux de ce qu'ils veulent, ou dénigrer les opposants, ou répandre des mauvaises nouvelles. Et il paraît que ce qu'on appelle la modération des chaînes comme Facebook ou WhatsApp, il n'y a pas, il y a une sorte de bagaille, et ça c'est un problème dans la matière. Comment, disons, il faudrait peut-être de la législation internationale pour imposer un contrôle, je ne sais pas. En plus, pour les diasporas, je voudrais dire aussi que pour le régime Assad, la diaspora, ce n'était pas toujours des opposants.
Parce que vu l'état économique, la discorde des pays, il y en a même des gens qui politiquement supportaient Assad qui sont réfugiés. On a constaté qu'il y en avait en Allemagne même des gens des Mukhabarat qui étaient réfugiés en Allemagne. Et ceux-là continuent aussi dans les mass médias, même s'ils ont immigré à cause de la vie économique dure, ils continuaient aussi à soutenir le régime avant sa chute. Mais peut-être pour rebondir sur ce que vous expliquiez, c'est tout à fait le cas pour beaucoup de régimes autoritaires, en fait, où justement il y a un peu des relais de propagande. Et le souci, c'est que comme les plateformes sont privées, en fait, et qu'aujourd'hui, c'est des plateformes qui sont à majorité américaine, qui suivent en fait l'administration de Donald Trump aujourd'hui, et qu'on l'a vu, vous parlez de la modération qui est un peu absente. C'est un revirement qui a été fait après l'élection de Donald Trump, ou voire un peu avant, justement pour garder cette idée de free speech que Trump apprécie autant, mais qui ne l'est pas vraiment en soi, vu que la définition, en fait, c'est plutôt le speech qui arrange Donald Trump. Et la difficulté, c'est de comment faire plier en quelque sorte ces plateformes à la régulation européenne sans que l'Europe ne soit victime de contre-attaques de la part des États-Unis. Et je me souviens qu'il y avait le vice-président américain Jill Evans qui, il me semble, avait menacé de tarifs sur l'Union européenne si l'Union européenne mettait de la régulation sur Twitter. Donc voilà, c'est toujours ce côté de comment à défaut de convaincre, forcer quand les dirigeants ne veulent pas. Oui, désolée pour l'interruption. J'ai dit aussi, pour écouter la discussion, seulement un petit message pour le public. Vous pouvez poser les questions sur le chat ou vous pouvez lever la main. Si vous avez des questions, soit pour un intervenant en particulier ou pour tous les intervenants. Je ne sais pas si vous voulez, soit un des intervenants rebondir sur les commentaires qui viennent de faire justement Victor et Mission El Gabach. Je sais que je vous avais promis que j'allais faire au moins une question pendant ces moments d'attente du public. Et c'est une question qui n'est pas totalement liée au sujet, au moins au moment actuel. C'est surtout une curiosité de savoir, parce que vous avez parlé des actions. C'est vrai que c'est pas un entretien, c'est pas la biographie que vous parlez à cette conférence, mais allez, pour la curiosité, comment vous avez commencé? Quelle était l'occasion, l'expérience qui vous a mené à agir en faveur de la démocratie? C'était, si vous vous souvenez, un moment dans lequel il y a eu le déclic qui vous avait dit c'est important que moi j'agisse. Et aussi, la partie de ma question, c'est surtout une demande quel message pouvez passer vous aux gens qui se disent que ils ne sont pas en position d'agir, que ça c'est pour certains types de personnes, qui attendent toujours que ce soit les autres qui agissent. Et là, j'inclus tout le monde, pas seulement les jeunes, bien sûr, parce qu'on pense que les jeunes, ils portent l'avenir, c'est vrai. Mais ça, c'est un message adressé, on va dire, à un public plutôt général. Donc, la première question, c'est plutôt personnel, pour les trois. Quel était ces moments de déclic que vous vient à la mémoire, dans lesquels vous avez dit, il faut que j'agisse. Et en douceur, c'est le message à passer. Merci beaucoup. Si vous voulez répondre, c'est Oui, pas obligatoire. Je peux me lancer, mais Oui. en fait, je pense qu'on a chacun des moteurs différents. Oui. Voilà, moi, clairement, mon moteur, c'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice et donc ce qui va me faire me lever, c'est vraiment quand j'ai oui, l'injustice me met en colère et me porte et à partir de là,
Maintenant, quel est le premier acte d'injustice, de colère qui m'a porté? Je m'en souviens pas parce que moi j'aime bien penser que, et là, c'est comment on agit, mais je peux vous raconter une anecdote très, très drôle. Oui, En tout cas, c'est une anecdote familiale et c'est peut-être, ok. mon premier acte contre l'injustice quand j'avais, 5-6 ans. J'allais au square avec mes cousines et à côté, il y avait un cimetière. J'adore les cimetières, bon, voilà. Mais pendant qu'elles étaient sur les balançoires et elles jouaient, eh bien moi, j'allais de tombe en tombe pour, répartir, équitablement les fleurs, les décorations, les petites plaques, parce que je trouvais profondément injuste qu'il y ait des gens qui aient tout et d'autres rien. Voilà, donc Ok. c'est resté dans ma famille. Voilà, c'est Geneviève. Bon, bah, Geneviève, elle Ok. est comme elle est, on peut rien, elle était comme ça toute petite. Mais Ok. c'est vrai que l'injustice, moi, c'est un combat majeur. Et quand je dis ça, c'est aussi, finalement, quand quand je suis arrivée en France, parce que je suis née en Algérie, mais j'ai grandi en Argentine et je suis arrivée, j'avais 19 ans et c'était extrêmement dur. Mais je pense que j'ai été déléguée de ma CTU, je déclenchais les grèves parce que je trouvais que c'est telle chose ou telle chose, j'allais manifester. Et, et en fait, on mais ça, c'est aussi, vous m'excuserez, messieurs, mais c'est aussi la vision très patriarcale qu'on a de la société et des systèmes dans lesquels on vit, où on attend toujours la grande figure qui va renverser la table et qui va changer le monde. Bon, je sais, il y a eu Al-Jouani en Syrie, mais qu'aurait été Al-Jouani tout seul sans les années et les années de mobilisation des Syriens, de la société syrienne, de tous les réseaux qui se sont construits, etc., etc. Il n'aurait rien été. Et en fait, la résistance, la chute, le changement, ce sont des multitudes de petits actes de résistance. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le voir. C'est-à-dire que il y a, c'est pas, il y a qu'au cinéma hollywoodien ou peut-être même à Bollywood où on voit tout d'un coup le héros qui va sauver la planète, qui va mettre à bas le dictateur, etc. Non, vous prenez la dictature chilienne. D'accord, qui est quand même un exemple, hein. On a commémoré, il y a, oui, c'était en 73, donc il y a 2023, c'était les 50 ans. Et ça a été effacé d'ailleurs. Moi comme j'ai été mandatée par Anne Hidalgo pour commémorer les 50e anniversaire du coup d'État, j'ai été au Chili, je suis allée au musée de la mémoire, etc. Et là, j'ai découvert que, eh bien, celle qui avait fait chuter le régime de Pinochet, on peut raconter tout ce qu'on voudra, ce sont les femmes qui se sont unies, qui ont organisé les soupes populaires pour celles qui n'avaient pas, qui allaient chercher les blessés, qui allaient chercher les hommes, qui transportaient les armes, les machins, qui faisaient les tracts, qui ont organisé des manifestations et qui se sont fait tabasser, emprisonner. Et pendant toutes ces années, jusqu'à la chute de Pinochet, elles ont manifesté pour qu'il y ait un référendum contre la dictature et plein de choses que l'on voit aujourd'hui dans les manifestations, elles l'ont fait. Et elles manifestaient et elles allaient ensemble. Et les usines, et dans les usines, les ouvrières et les médecins, et partout, c'était partout des actes de résistance contre la dictature et finalement contre leurs maris, parce que même les bourgeoises dont les maris étaient plutôt proches du régime ou faisaient des affaires, etc., toutes, toutes, toutes. C'est une société entière qui s'est soulevée contre un régime. Sauf qu'on nous a raconté une autre histoire, parce que l'histoire, elle est racontée par les vainqueurs et par les hommes. Et quand c'est les femmes qui mènent des grandes batailles, eh ben, elles disparaissent. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on peut tous. La résistance, quand j'étais présidente d'Amnesty, je me souviens, les gens me disaient, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je disais, déjà, quand on est au café, au restaurant, dans le bus, à table, avec des amis, et on entend les gens dire, ah, il y a trop de migrants en France. D'accord? Ça, voilà, ça c'est le grand support de l'extrême droite en France. Il y a trop de migrants, on n'est plus chez nous, etc. Et bien de dire, ben non, moi je ne suis pas d'accord.
Non, pour moi, c'est pas vrai. Moi, je suis contente d'avoir des migrants. Moi, voilà, rien que ça, rien que de rétablir et tout à l'heure, c'est, Victor, hein, c'est toi qui disais que tout le monde ne sait pas que, ils sont pas ils sont contre ou pour le dictateur et cetera. Mais c'est pareil, on n'a même pas besoin des réseaux sociaux. Il suffit dans la vie, le courage de dire: «Je ne suis pas d'accord». Pour moi, c'est le premier acte de résistance qu'on peut tous faire. Et je vais vous dire, au départ, on a peur parce qu'on se dit: «Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me non, mais au final, ce simple acte de résistance de dire: «Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime les migrants qui viennent en France. Moi, j'aide les migrants, je les accueille chez moi». Voilà, et ben, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne plus subir sans réagir. Et c'est même au-delà de la résistance, c'est pour soi-même se dire: ben, moi, je reste debout et je ne baisse pas la tête par rapport à ces gens qui finalement ne peuvent rien contre nous. Et vous verrez que ça ne demande pas vraiment du courage parce qu'il n'y a aucun danger. Voilà. Merci, merci Geneviève, vraiment. Et alors, qui se lance? Victor, monsieur Legabac, qui en première? Qui passe? Ensuite. Ils veulent plus parler après les femmes. Comme toujours, hein. C'est l'effet Geneviève. Vous voulez que je parle? Bon, mais moi, lorsque j'étais tout jeune, j'aimais pas les politiques parce que bon, c'est toujours l'ambiance. En Syrie, il y avait que le Baas comme parti unique. Lorsqu'il y avait Assad père, il est venu en 1970 par un coup d'État contre ses propres amis bassistes. En 1967, il était le ministre de la Défense en Syrie. Il a perdu la guerre face à Israël et au lieu qu'il soit questionné pour sa performance, il est devenu un président par un coup d'État. Alors, lui, il était un peu plus malin peut-être que ses camarades bassistes avant. Il a dit que c'est la démocratie populaire. Il a créé ce qu'ils ont appelé le Front national progressiste. Alors ça, c'était ou bien débaucher des personnalités des partis qui outre que le Baas, en disant, voilà, dans ce front, c'était des poupées, des jouets, parce qu'ils avaient une voiture, etc., mais ils faisaient ce qu'ils faisaient. Ou bien ils créaient même de toutes pièces des partis. Et alors, les vrais opposants, etc., étaient réprimés. Ils disaient que c'était la démocratie populaire, voilà. D'ailleurs, en France, on a créé l'association des étudiants démocrates français, on avait un bulletin, je me rappelle à l'époque, alors que j'étais de gauche un peu lorsque j'ai commencé, parce que, comme a dit Geneviève, en principe, on est humain, l'homme est un animal social, se distingue des animaux par le côté social, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas uniquement à son propre intérêt comme animal, manger et boire. Et lorsqu'on voit l'injustice autour, etc., il faut agir. J'étais plutôt de gauche à l'époque parce que, disons, c'est la lutte sociale, quoi, pour les gens les plus pauvres, etc. Mais il y avait un problème parce que le mouvement de gauche à l'époque, que ce soit les communistes ou il y avait des nassériens, c'était miné. On parlait de la démocratie occidentale comme c'est la démocratie bourgeoise, etc., etc. Et je me rappelle, j'avais écrit dans le bulletin de notre association comme ça, malgré tout ce blablabla, on a vu la démocratie comme à l'origine, le gouvernement de peuple élu, comme a dit Geneviève, disons, représentant de bien sûr, c'est toujours perfectible, mais c'est, comme disait, on dit Churchill,
c'est le, comment quitter la formule, c'est le meilleur des mauvaises solutions, quoi, quelque chose comme ça. Oui, il n'y a pas mieux. Pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. Oui, oui, on n'a pas trouvé mieux, oui. Et à mon avis, d'ailleurs, voilà, je parle de gauche, mais même on parle, il y a des paroles du prophète Mohammed pour les musulmans qui dit que si vous constatez une injustice ou des méfaits, il faut le combattre par l'épée, disons, lutter contre. Et si vous ne pouvez pas, par votre langue, le dénoncer. Et si même vous êtes dans une circonstance où vous ne pouvez pas le dénoncer, au moins entre vous, continuez à le dénoncer, disons, en silence. C'est-à-dire, il faut dénoncer l'injustice. À l'intérieur, oui. Oui. Pour soi-même. Oui, oui. C'est l'essentiel pour l'homme. Sinon, on est des animaux. Mais justement, pour la démocratie, si je reviens à ce qu'a dit Juvier au départ, les conditions, comment les représentations, mais je crois quand même si c'est noble, mais si vous êtes dans un pays pauvre où les gens ne trouvent pas à manger, c'est difficile de les convaincre d'épouser les principes démocratiques. Là où il y a des guerres, là, il y a des gens qui disent on veut manger d'abord. Lorsqu'ils ne trouvent plus à manger, ou bien c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, je crois que pour que la démocratie peut être un peu réelle, il faut que le gouvernement démocratique élu quand même s'occupe de l'État, les conditions de vie de peuple. C'est ça le... Pour la conclusion. Elle n'est pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Regarde les Syriens, ils n'avaient plus rien à manger, ils n'ont toujours plus rien à manger, mais ils sont toujours battus pour la démocratie. Mais certains des Syriens, on ne peut pas dire tous les Syriens. Il y en a. Attends. Les gens, ils font jamais tous la même chose. Laisse-te dire chose. Il y en a des gens, des Syriens, après la révolution, parce qu'il y avait la destruction faite par le régime, ils disaient on vivait mieux. Avec votre révolution, vous avez foutu la. Bref, je ne vais pas utiliser un gros mot. Oui. Il y en a. C'est vrai. C'est-à-dire, on ne peut pas exiger de tout un peuple, de tous collectivement, d'être un peu heureux, de se sacrifier, de lutter dans les conditions difficiles. Ça, c'est une réalité aussi. Non, mais il y a des gens qui soutiennent les dictateurs. Il y a des gens qui s'épanouissent dans ce type de système. Sinon, eh bien, il n'y en aurait pas de dictateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ceux qui ne luttent pas pour la démocratie, soi-disant parce qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils ne lutteraient pas pour la démocratie, même s'ils n'avaient pas faim. C'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'aspiration à la liberté, l'aspiration au droit, et elle ne disparaît pas quand on a faim. Voilà. Tu sais, pour la Syrie, on constate que parmi les gens qui soutenaient le régime dans les médias, etc., il y en a beaucoup qu'on peut appeler ceux qui ont retourné leur veste maintenant. Après la chute du régime, elle essaie de s'expliquer, oui, on était obligés, etc. Mais tu vois, les gens comme ça, tu peux pas, tous les gens sont dans le même, tu peux pas, il y a ça quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais ce n'est pas des combattants de la liberté, ces gens-là, c'est des profiteurs. Non, mais je te dis, non, mais je parle pour la démocratie, pour la pérennité de la démocratie, même dans un pays occidental où il n'y a pas de dictature, quand même, les ouvriers, quelque part en France, des fois, ou les agricultures, etc., des fois, ils font aussi des mouvements qui ne sont pas forcément démocratiques, etc., parce que c'est-à-dire il faut s'occuper des conditions de vie quand même. C'est important. Si je peux me permettre de rejoindre la discussion, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Quand on regarde par exemple en Chine, vous avez tout à fait raison, Monsieur El Gavache, le modèle chinois est basé sur la prospérité économique que le régime fournit. Donc en fait, les citoyens préfèrent avoir
une prospérité économique en donnant un petit peu, en donnant leur liberté personnelle. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des manifestations en Chine, qu'il y ait des mouvements de démocratie. On a eu Tiananmen dans les années 80, Hong Kong, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'en fait, c'est une erreur de dire, de vouloir opposer les deux. C'est différentes priorités à différents moments. On peut, sur un temps court, justement. Non, moi je ne l'ai pas dit par opposition. Je dis que c'est un élément à prendre en considération pour les démocrates. Bien sûr. Oui, bien sûr que les conditions de vie, on faut parler du Venezuela, on les voit au Venezuela, malgré des fois les conditions de vie, les gens ils sortent, les gens ils luttent, les gens ils se battent pour avoir un avenir démocratique, mais cela ne veut pas dire qu'il y a aussi des gens qui sont en mauvaise conditions de vie, que voilà, ils cèdent un peu, et je ne sais pas si c'est là la variable vraiment que joue en ça. Et peut-être c'est la conscience citoyenne, c'est cette espèce d'amour peut-être aussi pour son pays, pour l'avenir, pour les enfants, pour la société en soi. Et ça, je pense que c'est surtout l'éducation qui joue. L'éducation en famille et l'éducation école qu'on reçoit depuis qu'on est tout petit, et qui permet à chacun de nous de se rendre compte que les choses vont dans une mauvaise ou une bonne direction. Oui. Et peut-être. Mais on continue de réfléchir. Si je peux rajouter une chose, c'est que si on regarde les pays particulièrement prospères, bon, peut-être qu'aujourd'hui en France, la prospérité est moindre qu'elle l'a été il y a 10, 15 ans ou 20 ans. Mais globalement, est-ce qu'on trouve que les gens ici se battent plus pour la démocratie qu'ils n'en se battent au Venezuela? Est-ce qu'on voit des gens manifester en France pour les libertés contre des choses qui se passent en France? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a aussi la conscience que finalement, quand on parle de démocratie, et je reviens à mon propos initial, la démocratie n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est un système qui permet qu'on respecte les libertés et les droits des individus, qui permet qu'on respecte sa dignité. Or, dans une dictature, dans un système qui n'est pas démocratique, où il y a une répartition, et par essence, il y a une répartition inégale des richesses, d'accord? Eh bien, les gens, à un moment donné, ils ne se battent pas que pour manger, mais ils vont aussi se battre pour avoir un système qui donne accès à l'école à leurs enfants, qui permette qu'ils puissent aller dans les hôpitaux pour se soigner, qu'ils puissent avoir des logements. Parce que dans un système où les inégalités règnent, d'accord, et ils ont besoin de se battre pour ces égalités. Et c'est là aussi, on ne se bat pas, on ne cherche pas la liberté dans l'absolu. On se bat pour ne pas être torturé, pour ne pas être arrêté, pour être soigné. Voilà pourquoi on se bat. Mais l'idée même de démocratie, la plupart des gens, si on leur demande de conceptualiser, ils vont parler du suffrage universel. Mais les gens se battent pour leurs droits, pour vivre dignement, pour leurs enfants, pour demain, c'est pour ça qu'ils se battent. Et c'est là où tu comprends pourquoi j'étais pas tout à fait d'accord avec toi, mon cher Mahmoud, c'est parce que même quand quand on dit les gens cherchent, ils se battent pour manger, ils vont pas dans les poubelles pour chercher à manger. Ils cherchent des systèmes qui leur permettent de gagner leur vie. Voilà ce que je voulais dire. Pardon, mais c'est pas si ouvert le micro. Moi, j'ai pas, ce que j'ai dit, c'est pas pour dire que la dictature est mieux, c'est pas dire. J'ai pas dit ça. Non. Je veux dire, mais la démocratie, même en France, d'accord, même en France, il ne suffit pas qu'elle soit une démocratie où il y a les élections, etc. D'ailleurs, tu vois, en France, il y a beaucoup qui s'abstiennent, beaucoup de jeunes, etc., qui participent. Alors, d'ailleurs, nous, les Syriens ici en France disent, ils sont blasés, ceux-là. Oui. Vous voyez, et c'est pourquoi il y a la démocratie, même ici, dans ces pays-là, sont à perfectionner. Il y a toujours, sont toujours perfectibles. Et il ne faut pas que les démocrates, comme on dit, sur leur couche, dorment sur leur laurier, etc. Madame, Monsieur. C'était lutte continue.
Elle va nous couper. Je dois vous interrompre. C'est très bien la discussion. Je vous invite à participer à la prochaine conférence. Oui. Non, et à continuer à discuter. Je vous dis merci. Je dis merci à tous et à tous pour votre présence. Aux intervenants, Milian de la Luisa, merci beaucoup pour tout le soutien pour cette organisation. Je dis à tout le monde qu'il est temps d'agir. Je vous donne rendez-vous pour le prochain samedi 12 avril à 11h, ça sera un samedi matin, où nous aurons Hélène D'accord qui va montrer un programme de soutien aux musiciens en exil, et Luisa Rojas qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous parler de son parcours. Probablement un troisième intervenant, ce n'est pas décidé. Et je vous dis que la démocratie a besoin de chacun de nous. Allons, faisons bouger les choses, s'il vous plaît. Mon dernier, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à tout le monde. Merci aux intervenants à nouveau et à une prochaine occasion. Merci. 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 Ça. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Allez, et puis on continue, hein. Merci. Super, voilà, Au continuons, ça continue. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis.